Bonjour tout le monde, bienvenue à notre petite présentation sur l'encadrement de la maison à l'école. Mon nom est Mélanie Laviolette. Je suis un parent bénévole impliqué dans les instances scolaires depuis une douzaine d'années et présidente de la Fédération des comités de parents du Québec. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec Mélanie. Mon nom est Michèle Pinsonneau. Je suis psychoéducatrice de formation et puis maintenant j'ai le plaisir de travailler à Boscoville. C'est un organisme qui s'affaire à développer et déployer des programmes d'intervention un peu partout au Québec. Donc aujourd'hui, on va vous parler de conduite agressive. Ça s'inscrit dans le cadre du plan de lutte à la violence et à l'intimidation dans les écoles. Puis on va commencer par vous mettre en contexte un peu. Juste question qu'on se donne un langage commun, puis qu'on puisse poursuivre ensuite en vous donnant des pistes de solutions face à ce type de comportement-là. Donc dans un premier temps, on peut se poser la question, mais c'est quoi une conduite agressive? Malgré qu'on en parle énormément, je pense qu'on parle beaucoup de violence et des problèmes entourant ce genre de comportement. Il y a comme pas de consensus sur une définition claire du concept. Il y a beaucoup de monde, étant donné que c'est un concept qui est très, très complexe, il y a beaucoup de monde qui essaie de définir. Moi, j'aime bien cette définition-là. On parle de comportements non désirés, qui sont perçus comme hostiles, nuisibles à l'environnement et surtout qui portent atteinte à son intégrité physique ou psychique d'une autre personne, qui portent atteinte à ses droits puis à sa dignité aussi. C'est important aussi de préciser que quand on qualifie ce type de comportement-là, on entend parfois souvent l'agressivité proactive, qui est comme une intention planifiée, une stratégie qui vise à contrôler, à dominer ou à nuire à quelqu'un. Tu sais, par exemple, l'intimidation, c'est vraiment de l'agressivité proactive. À l'inverse, il y a des conduites agressives qui sont plus de type réactive. C'est quelque chose de plus impulsif où les jeunes vont avoir des difficultés de réguler leur comportement, leurs émotions. Tu sais, pensez ici à des jeunes qui ont une réaction très, très agressive face à une contrainte ou à une provocation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de profil pur de proactif-réactif. Puis il y a énormément de types de comportements. Fait qu'on peut avoir des comportements très proactifs ou très réactifs, mais aussi qui soient de nature directe ou indirecte. Quand on parle de violence directe, on fait référence à des comportements qui peuvent être verbales ou non verbales. Verbal, on parle de, par exemple, insulter, menacer quelqu'un, se moquer méchamment, avoir des propos racistes, sexistes, homophobes, par exemple. C'est des comportements directs verbaux. Non verbal, on parle plus de menacer du regard, avoir une attitude intimidante ou menaçant face à quelqu'un. On peut avoir nécessairement aussi des comportements qui sont directs physiques. Là, ici, on parle de bousculer, faire trébucher, contraindre quelqu'un physiquement, le retenir contre son gré, le frapper. Quand on parle de conduite agressive indirecte, on parle plus de comportements qui sont faits directement face à quelqu'un, mais quand la personne n'est pas là ou un peu dans son dos, ça se passe par un tiers ou à l'aide d'un moyen. Dans ce contexte-là, on parle au niveau social de dénigrer quelqu'un dans son absence. Tu sais, quand on part des rumeurs ou quand on exclut quelqu'un ou on manipule son réseau, par exemple, pour l'isoler. On peut avoir des conduites agressives indirectes aussi qu'on appelle matérielles, c'est-à-dire de briser des choses, de voler, de faire du vandalisme. Puis finalement, il y a une nouvelle catégorie qui vient d'apparaître il y a quelques années, c'est-à-dire des conduites agressives électroniques, où on parle souvent de cyberagression. Fait que ça a été ajouté dernièrement pour parler de tout ce qui est messages menaçants ou faire des attaques via la technologie, là, comme par exemple des textos, des courriels, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, faire du harcèlement en ligne, diffuser des images sans autorisation. En gros, ça vous donne une idée de l'ampleur des différents types de conduites agressives qu'on peut retrouver là, chez les jeunes dans nos écoles. Quand il est question de cette ampleur-là des manifestations de la violence et de l'intimidation, on peut se poser la question, est-ce que c'est fréquent? Bien, c'est malheureusement très fréquent. Il y a plusieurs enquêtes qui se sont penchées sur la question au Québec dans les dernières années. On est arrivé à démontrer qu'il y a proche d'un élève sur 3
qui se dit victime d'une forme de violence, quelle qu'elle soit, là, dans l'ensemble des formes que je vous ai parlé tantôt. Puis ça, tant au milieu primaire que secondaire. Les types de violences les plus répandus, là, on parle d'insultes, de bousculades, de commérages. Puis les élèves du primaire, ils rapportent plus avoir subi des agressions que les élèves du secondaire. Puis les élèves du secondaire, au début de leur parcours secondaire, en rapportent plus qu'à la fin. Puis ça, il y a beaucoup d'explications, là, beaucoup d'hypothèses explicatives qui peuvent être données pour ça. Mais entre autres, c'est la maturation. La maturation au niveau émotif, comportemental, qui fait que plus les jeunes vieillissent, plus ils prennent en maturité et plus on a tendance à voir les conduites agressives réduire. Là, je vous rassure, là, mis à part les insultes, là, puis se faire traiter de non, la majorité des comportements subis, graves et de manière répétitive sont beaucoup moins fréquentes. Là. Ça demeure quelque chose qui est quand même marginal. Ceci dit, si on tient compte que les comportements qui sont à la fois subis, qui sont agis, hein, ceux qui sont auteurs de ces comportements-là, mais aussi tous ceux qui sont témoins de ces comportements-là, si on rajoute à ça tout le personnel scolaire et les parents, bien, ça veut dire qu'il y a énormément de monde à tous les jours qui sont confrontés à ce genre de comportement-là. Après ça, on peut se poser la question, c'est quoi les facteurs qui influencent ces comportements-là? Il y en a énormément. Un peu comme les formes de conduite agressive, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer l'apparition, le développement, l'aggravation de ces comportements-là. Ces facteurs-là sont nombreux et sont complexes, sont interreliés. Donc, c'est vraiment du cas par cas quand on essaie de comprendre c'est quoi les facteurs qui influencent le développement de ces comportements-là. Je vais faire le tour quand même rapidement parce que je pense que ça peut vous intéresser, surtout quand on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe chez nos jeunes. Bien, on a envie de comprendre c'est quoi les raisons qui sont sous-jacentes à ces comportements-là. D'abord, il y a nécessairement des facteurs individuels. Des facteurs qui sont liés aux caractéristiques internes de l'enfant. Hein, ces caractéristiques que vous connaissez vraiment bien, c'est-à-dire sa personnalité. Tu sais, nos jeunes qui sont plus impulsifs, irritables ou qui ont comme une faible tolérance à la frustration, bien, ils sont plus enclins à adopter des comportements agressifs. L'impulsivité, là, souvent, ça va empêcher les jeunes de réfléchir aux conséquences de leurs actions. Puis ça, habituellement, ça entraîne des comportements qu'on dit perturbateurs et parfois agressifs. Il y a aussi certains troubles de comportement qui sont hautement liés au comportement agressif. Je pense, entre autres, aux troubles de l'opposition ou un peu plus vieux, le trouble des conduites. Et ça peut être des précurseurs de comportements violents à l'école. Ensuite, il peut y avoir des difficultés au niveau de la régulation émotionnelle. Les jeunes qui ont de la misère à gérer leurs émotions sont plus susceptibles de répondre par de la violence ou de l'agression quand ils se sentent en colère, frustrés, même quand ils se sentent tristes, stressés. Il y a des facteurs biologiques aussi, des facteurs neuropsychologiques. On ne rentrera pas là-dedans, mais on va juste nommer qu'il y a effectivement une prédisposition génétique qui peut être un facteur qui contribue à l'apparition de ce genre de comportement-là. Des facteurs génétiques qui sont liés à l'impulsivité ou à d'autres troubles émotionnels. Ou on pense aussi aux troubles de type neurodéveloppemental qui pourraient avoir une contribution à l'apparition des comportements agressifs. Ensuite, il y a tous les facteurs environnementaux. Puis les environnements de l'enfant ou de l'adolescent, c'est d'abord son milieu familial. C'est un des facteurs les plus influents dans le développement des comportements agressifs chez le jeune. Tu sais, une discipline incohérente ou trop punitive peut encourager des comportements de ce genre-là. De la même façon, s'il n'y a pas de limite claire ou que ces règles-là sont mal comprises, qu'il n'y a pas de structure familiale, bien, les jeunes sont plus susceptibles d'adopter des comportements perturbateurs, des comportements inadéquats, parce qu'ils n'ont pas appris à respecter les normes sociales ou familiales. En revanche, bien, je me permettrais de dire qu'une relation qui est stable, chaleureuse avec l'enfant, où on installe un cadre, des frontières claires, bien, c'est plus efficace pour prévenir les comportements violents. J'ajouterais aussi que la qualité de la relation parent-enfant puis le soutien émotionnel qui est offert à l'enfant, bien, c'est favorable au développement de ces compétences-là. Ça se travaille, la régulation émotionnelle. C'est comme ça que l'enfant est plus susceptible de pouvoir faire face au stress, aux émotions difficiles. Puis finalement,
on doit nommer qu'un jeune qui grandit dans un environnement où la violence physique ou verbale fait partie de son quotidien, bien, il est plus susceptible d'adopter ce genre de comportement aussi. Les jeunes apprennent par modèle. Puis, lorsqu'ils sont influencés par des comportements agressifs à la maison, bien, ils apprennent que c'est un moyen acceptable pour résoudre les conflits. Quand on parle d'environnement, il y a aussi l'environnement scolaire qui joue un rôle fondamental dans le développement des comportements, puis de certaines conditions dans l'environnement qui peuvent les aggraver. Premièrement, le climat scolaire. Les jeunes qui sont victimes d'intimidation, qui ne se sentent pas bien à l'école parce qu'ils vivent du harcèlement ou juste du rejet social, sont plus susceptibles d'adopter des comportements agressifs, soit pour se défendre, pour réagir à la souffrance qu'ils vivent, pour réagir à ce stress-là. Il y a aussi des élèves qui sont désengagés, qui parfois vont avoir des comportements problématiques. Parce qu'une faible motivation scolaire ou un désengagement de leur environnement scolaire, ben, ça les amène parfois à ne pas respecter les règles et, encore une fois, utiliser des comportements qui sont dits antisociaux. Des relations négatives avec les enseignants ou l'influence des pairs sont d'autres facteurs qui peuvent influencer l'environnement de l'enfant. Précisons sur le groupe de pairs, ben, bien que ça soit les amitiés sont hyper importantes à l'enfance et encore plus à l'adolescence, ben, si un jeune se retrouve dans un groupe social où la violence et les comportements agressifs sont normalisés, ben, nécessairement sont plus susceptibles de les utiliser. Je passe rapidement sur les facteurs sociaux et contextuels pour dire que dans notre environnement, à l'heure actuelle, la normalisation de la violence, ben, ça devient un facteur qui influence ces comportements-là. On apprend aux jeunes, par la normalisation de cette violence-là, que c'est un moyen légitime pour résoudre ses conflits ou affirmer son pouvoir. La normalisation de la violence, ça passe aussi par la surexposition à cette violence-là, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo. Dans le même sens, les études montrent que les jeunes qui sont exposés à des scènes de violence ben, sont plus susceptibles de les reproduire. Fait que c'est dans le même sens que nos propres comportements comme parents ou comme personnel scolaire, ça a une influence auprès de nos jeunes parce qu'on est des modèles. Ben, ce qu'ils voient aussi dans les médias, ça a une influence. Finalement, dans un autre ordre d'idée, au niveau social, ben, le manque de soutien social communautaire, comme les programmes de loisirs, par exemple, les activités parascolaires, le soutien aux adultes qui sont autour des enfants, ben ça aussi, ça peut contribuer aux comportements antisociaux. Finalement, ben, quand on parle de contexte, ben, on pense entre autres à des événements de vie qui peuvent être stressants pour les enfants. Puis parfois, ça entraîne des comportements qui apparaissent d'une façon ponctuelle en lien avec ces événements de vie-là. Pensez à la perte d'un parent, un divorce, un déménagement, des expériences traumatisantes comme un accident de voiture ou des expériences d'abus ou de négligence. Tout ça peut augmenter la vulnérabilité d'un jeune à développer des comportements problématiques. Si vous le voulez bien, j'aurais envie de passer la parole à Mélanie. En fait, il y a plusieurs questions. Là, je vous ai donné beaucoup de contenu. Puis, je me dis, bien, comment on explique le développement de ces conduites agressives-là? On a parlé que les trajectoires développementales, il y avait plusieurs facteurs qui influencent. Ce qu'il faut savoir avant que je donne la parole à Mélanie, c'est que certaines de ces trajectoires-là débutent par des comportements agressifs très tôt dans le développement. La majorité des jeunes, au-delà des années préscolaires, vont réduire ces comportements-là. Parce que vous le savez, à la petite enfance, des comportements agressifs, c'est de l'ordre du normatif. Hein, tous les jeunes, à 2-3 ans, frappent, mordent, et puis avec le développement, ça s'en va. Mais parfois, il y a des jeunes qui, au-delà de ces années-là, les comportements persistent ou s'intensifient. Parfois par un manque de régulation émotionnelle, de l'impulsivité ou des antécédents familiaux. D'autres jeunes adoptent des comportements agressifs un peu plus tard, hein, au primaire ou même parfois au secondaire, en réponse à des facteurs comme la pression des pairs ou les comportements, s'ils ne sont pas adressés à ce moment-là, il y a un risque que les jeunes adoptent cette conduite-là tout au long de leur vie. Finalement, comme je disais, il y a des jeunes qui adoptent ces conduites-là de façon très sporadique ou situationnelle. Puis il est important de noter que la violence
Puis l'intimidation, ça se manifeste dans un contexte relationnel. Hein? C'est un phénomène qui repose sur des dynamiques sociales et émotionnelles qui influencent la manière que les jeunes interagissent. Donc, la qualité des relations sociales, mais aussi l'accès à des ressources, est super importante. Puis quand on se pose la question pourquoi certains jeunes récidivent, ben, j'aimerais simplement terminer en disant que il y a tous les facteurs qui peuvent favoriser l'apparition de ces comportements-là, ben, peuvent favoriser aussi le maintien ou l'aggravation. Et cette possibilité-là de récidive, ben, ça fait juste soutenir l'importance de, justement, pouvoir travailler la qualité des relations sociales, mais aussi favoriser l'accès à des ressources qui vont influencer l'évolution des comportements. Donc, les impacts de la violence, les répercussions peuvent être profondes, elles peuvent avoir des conséquences importantes, puis variées à court, moyen ou long terme. On parle de conséquences psychologiques d'abord. On parle d'anxiété, de dépression. Les victimes peuvent vraiment développer des symptômes dépressifs, des troubles anxieux, puis dans des cas extrêmes, des idées suicidaires. Puis l'expérience de l'intimidation peut aussi entraîner une perte de confiance ou une perception négative de qui je suis ou de mes capacités. Certains jeunes peuvent même présenter des symptômes similaires à un stress post-traumatique en ayant des flashbacks ou des cauchemars et en tentant de s'isoler suite à ces comportements-là. Il peut y avoir aussi des comportements physiques. On parle de troubles psychosomatiques souvent, c'est un gros mot pour dire tout ce qui est maux de tête, mal au ventre, douleur abdominale ou d'autres symptômes médicaux qui ont pas de cause apparente peuvent être en lien avec les impacts de la violence vécue. Ça peut être des perturbations du sommeil ou même une perte d'appétit ou avoir une alimentation excessive. Au niveau comportemental, ben, les jeunes qui se retirent de leur groupe de pairs ou qui évitent les situations sociales, ben c'est fréquent. On note aussi des difficultés scolaires, des baisses de performance académique, de l'absentéisme, une espèce de désengagement. Tantôt, je parlais de désengagement scolaire comme facteur contributif à l'apparition de ces comportements-là, mais ça peut être aussi un impact ou une conséquence de ce genre de problématique. Il y a aussi une augmentation des comportements à risque qui peut s'en suivre. Quand on parle de comportement à risque, on parle de consommation de substances ou de délinquance. Traditionnellement, parce que là, je vous parle beaucoup d'impacts possibles face à la violence subie. Puis traditionnellement, la recherche puis la pratique s'est beaucoup intéressée aux victimes de violences et d'intimidation dans les écoles. Donc, plus récemment, on a porté vraiment un regard sur les élèves qui sont à la fois victimes, mais aussi auteurs et ceux qui sont témoins. Quel que soit leur rôle ou leur statut, d'autant plus qu'on sait maintenant que les auteurs peuvent aussi subir de la violence et vice-versa, il faut absolument reconnaître que tous les élèves qui sont impliqués sont à risque de conséquences significatives sur les problèmes vécus. Ces impacts, ben là, ça souligne l'importance de mettre en place des stratégies de prévention et d'intervention pour lutter contre cette violence-là et l'intimidation chez les jeunes, mais aussi pour favoriser leur développement, leur bien-être dans leur milieu scolaire. On avait vu le goût de prendre quelques minutes juste pour résumer les points clés. Mélanie, j'ai envie de te demander est-ce que tu retiens des éléments un peu plus théoriques que j'ai présentés? En fait, ce que j'ai trouvé très pertinent, tu as bien résumé ce à quoi les parents nous sommes confrontés lorsque notre enfant est victime d'intimidation ou est intimidateur également. Je crois que c'est important de garder une oreille attentive et les yeux bien ouverts sur les changements de comportement chez nos enfants parce que ça va être le premier indicateur qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je vais insister également sur l'importance de développer une communication saine avec notre jeune. C'est des discussions qui sont pas nécessairement faciles à avoir, mais qu'on se doit d'avoir quand on constate qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, que ce soit justement une perte de motivation à l'école. Il y a quand tout allait bien, hein, on se comprend que c'est là qu'on va constater le changement, ou un manque de sommeil ou un manque de motivation, de joie de vivre, de bonne humeur. Je pense qu'il faut aller creuser un petit peu, aller aider notre enfant également à identifier l'émotion parce que dépendamment de l'âge qu'il a, peut-être qu'il n'est pas capable de savoir c'est quoi le trouble qu'il ressent présentement. C'est important qu'on ait l'identifier pour être en mesure de bien l'aider. Et on parlait d'encadrement également, un encadrement qui est consistant, un encadrement qui est cohérent et qui persiste dans le temps aussi va permettre d'avoir des résultats qui seront plus significatifs
chez notre enfant qui peut avoir des comportements qui sont problématiques, mais également d'entourer et de soutenir notre enfant qui peut subir toute forme de violence ou d'intimidation et certainement de ne pas banaliser le ressenti de notre enfant. Je le répéterai jamais assez, c'est important de, de ne pas entrer en escalade, de ne pas nourrir ce sentiment-là, mais surtout de ne pas l'invalider et de faire comprendre à notre enfant que son sentiment, il est valide, il est réel et qu'on est là pour l'aider, le soutenir. On peut pas juste dire, bah, c'est juste une chicane d'enfant, c'est pas grave, c'est terminé, parce qu'on ne vit pas sa journée scolaire avec lui. On n'est pas dans ses bottines toute la journée. Et ce que nous, comme adultes raisonnés, sensés, conscients, on est capable de régler, passer par-dessus, ça ne veut pas dire que notre enfant le vit de la même façon. Donc, c'est important de garder ça en mémoire également. Génial. Quelle belle introduction vers notre prochaine section. Mélanie nous a ouvert la porte à parler justement de ces pistes de solutions d'une façon un petit peu plus spécifique. D'abord, je pense que c'est peut-être intéressant de voir comment l'école, elle fait face à ce genre de problème, hein, de violence et d'intimidation. Pour faire face à ces difficultés-là, c'est impératif de prendre action d'un point de vue préventif, puis d'offrir un système de soutien qui est à plusieurs niveaux dans le milieu scolaire. Cette hiérarchisation-là, on la retrouve dans les milieux scolaires pour offrir une intervention dont l'intensité puis la fréquence des ressources s'accroissent pour soutenir le développement, le bien-être puis le plein potentiel de tous les élèves. On va le regarder un petit peu plus en détail. Donc, spécifiquement, ce que ça veut dire, c'est que l'école met d'abord en place des actions qu'on dit préventives fondamentales. On va parler aussi d'un niveau universel fondamental. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des actions qui touchent tout le milieu scolaire, hein, élèves, enseignants, mais aussi les parents. Puis ça vise la culture scolaire dans son ensemble. Il s'agit de mettre en place, avant toute autre intervention, là, un climat scolaire positif, inclusif, où tous les enfants se sentent respectés et acceptés. C'est des actions qui sont vraiment larges, générales. Par exemple, mettre en place des règles, des valeurs dans l'école. Faire une sensibilisation à la diversité ou à l'inclusion. Inclure de l'éducation à la citoyenneté dans le cursus scolaire. Ça peut inclure aussi de faire de la sensibilisation auprès du personnel scolaire ou faire de la sensibilisation auprès des parents quant à leur implication ou par rapport à leur implication dans la communauté. Je peux donner un exemple, Michel, dans plusieurs milieux scolaires, il y a des interventions qui sont mises en place qu'on appelle de valorisation de bons comportements. Donc, ça peut être l'accumulation de petites balles de couleur dans un tube et quand on atteint le haut du tube, il y a une activité récompense qui est organisée. Donc, ça favorise le bon comportement et ça a un effet d'entraînement également chez les jeunes et chez le personnel. Génial. Il y a peut-être des parents qui nous écoutent présentement où leurs enfants sont dans une école où il y a des programmes de Boscoville. On pense entre autres au programme de soutien au comportement positif où c'est exactement ça qu'on fait, Mélanie. On va établir des valeurs puis des règles qui en découlent. Puis après ça, on va mettre en place des stratégies de renforcement de ces comportements-là. C'est effectivement un bon exemple du niveau universel fondamental. Ensuite, le niveau universel plus général va se concentrer sur la réponse immédiate à des comportements qui pourraient émerger dans l'école. Des fois, on voit, pendant une année scolaire, il y a des comportements qui vont commencer là, à apparaître. Fait que pour prévenir l'aggravation de ces problèmes-là, on va s'adresser à tous les élèves, mais ça va être orienté vers des actions plus concrètes de prévention de la violence et de l'intimidation. C'est des actions qui sont souvent mises en place pour répondre à un besoin comme immédiat. Pour renforcer des comportements prosociaux spécifiques. Fait que ça peut être des discussions en classe sur la violence, sur l'intimidation, ça peut être la mise en place d'un programme éducatif. Ça passe aussi par l'évaluation régulière du climat scolaire, puis par la mise en place de stratégies de gestion de comportement spécifiques. Ce qui est important de se rappeler par rapport à ça, c'est que toutes ces actions-là prises par l'école au niveau universel, habituellement, c'est capable de répondre aux besoins d'une bonne proportion d'élèves. On dit souvent 80% des élèves, on va pouvoir prévenir les comportements problématiques avec ce type-là. Mélanie, j'ai le goût de te poser comme question, ces interventions-là universelles sont présentes dans les écoles, mais comment les parents peuvent savoir que ça existe dans leurs écoles?
Présentement, on va avoir des communications de l'école. Nos enfants vont nous en parler, mais encore faut-il savoir que ça existe pour entamer cette discussion-là avec notre jeune parce que la majorité des parents vont comprendre, là, si on demande à notre enfant ce qu'il a fait à l'école aujourd'hui, ben, ils s'en souviennent pas. Alors, c'est important que l'école nous communique les projets, les programmes qui sont en place pour que nous, on puisse attraper la balle au bon et en discuter avec nos enfants, savoir comment s'est passée la journée, est-ce qu'il a réussi à faire un bon cours dans son école également pour Ouais. favoriser le climat positif, le climat scolaire sain qu'on s'attend d'eux. Donc, la communication entre l'école et la maison, bien évidemment, est un enjeu majeur à la réussite de la mise en place de la prévention. Quand on parle de vraiment de prévention, cette communication-là, cette collaboration-là entre l'école et la maison est primordiale, là, ça c'est certain. Excellent. Si on poursuit justement en parlant de prévention, le deuxième niveau est aussi en prévention. Parce que je parlais d'un 80% pour qui on va répondre à leurs besoins dans le premier niveau universel, mais il y a une proportion d'élèves qui présentent des besoins qui nécessitent juste un petit soutien supplémentaire. On parle ici d'interventions ciblées souvent. C'est des interventions qui sont mises en place pour des élèves qui présentent un risque élevé de développer des comportements ou qui commencent à en avoir. Des conduites agressives. Fait qu'ils ne nécessitent pas encore une intervention intensive, mais on vise à prévenir l'escalade de ces comportements-là problématiques en offrant un soutien qui est plus spécifique que les interventions universelles. Fait que pensez à un accompagnement individuel ou en petit groupe pour des jeunes qui présentent un type de conduite agressive à l'école. Ça peut être aussi les plans d'intervention personnalisés. Ça peut être aussi des activités de médiation ou de coaching entourant des situations de conflit. Est-ce que, de ton avis, Mélanie, la majorité des parents sont au courant qu'il y a ce genre de stratégie dans les écoles mises en place, comme la mise en place d'un plan d'intervention personnalisé? Je dirais que les parents qui sont au courant que ça existe et sont ceux qui ont accès à un plan d'intervention ou qui ont reçu une communication de l'école. Est-ce que ça vaudrait la peine que ce soit mieux noté, mieux connu pour que parfois, nous, comme parents, on puisse lever la main et dire, je crois que mon enfant aurait besoin d'accompagnement ou je crois que moi, comme parent, j'aurais besoin d'accompagnement également pour une situation XY, qu'elle soit sporadique ou récurrente, mais de s'assurer que cette collaboration-là existe, ne serait-ce que pour que l'école mette en place des choses qu'on essaie à la maison ou à l'inverse, qu'on prenne des stratégies de l'école et qu'on les ramène à la maison pour vraiment structurer l'encadrement autour de notre enfant et s'assurer que qu'il n'y a pas d'échappatoire, qu'on peut pas l'échapper en chemin, qu'on s'assure de cette cohérence-là qui est si importante pour le changement de comportement. Mais c'est des mesures qui sont parfois méconnues, mais qui existent et qui sont très efficientes lorsqu'elles bien utilisées. Pour rester dans la même ordre d'idée, ça m'amène à souligner que la grande majorité des actions là, qu'on a parlé sont vraiment préventives. Tu sais. Puis à la lumière de ce constat-là, j'ai envie de t'entendre, Mélanie, sur quelques questions pour essayer de comprendre puis de faire sens, tout le monde ensemble, pourquoi on essaie de prévenir avant tout. Tu sais. Puis aussi, tu sais, ce principe-là, il s'applique-tu à la maison? Parce que des fois, on a l'impression qu'on est un peu décalé de ce qui se fait à l'école, puis on a de la misère à ramener ça à la maison. Tu sais, tout ça dans un désir d'être dans le même ordre d'idées, d'être cohérent entre l'école et la maison. Fait que j'ai envie de te lancer ces questions-là, puis de voir comment ça peut faire du sens avec ce que j'ai présenté dans les niveaux préventifs universels et ciblés. Mais en fait, j'utilise souvent l'exemple des chaloupes. On a notre enfant étant notre bateau, mais parfois on est plusieurs à ramer dans notre chaloupe en parallèle de notre enfant, puis on n'embarque pas sur le même bateau pour être en mesure de vraiment être capable de l'aider. La prévention est importante parce qu'on en discutait plus tôt, autant l'enfant qui est victime d'intimidation ou qui est témoin ou qui pose ces actes-là est un enfant qui souffre. Donc, c'est important de s'assurer qu'on prend soin de nos jeunes parce que, comme parents, c'est ce qu'on a de plus précieux, hein, donc on veut pas les laisser tomber. Mais le principe, oui, s'applique à la maison et oui, la cohérence entre l'école et la maison est primordiale parce que c'est des actions qui vont travailler de pair
et qui, on n'a pas le même rôle, hein. Le rôle de l'école et le rôle de la maison n'est pas le même, mais on est des partenaires qui sont essentiels à la réussite de cette mise en place-là. Et on se doit, nous, comme parents, de donner l'exemple aussi, de s'assurer que notre discours est cohérent, que notre appui à l'équipe école est vrai, présent, concret, soutenu, pour que notre enfant comprenne que peu importe où il se trouve, son environnement sécuritaire est là, il existe et qu'il y a des gens qui sont là pour l'aider, l'appuyer, le soutenir. Donc, au niveau de la prévention, je pense que c'est là que ça se tient, un peu comme un couple qui élève un enfant. On va travailler ensemble. Si on a nos désaccords, on va s'en parler en privé, mais à la face de notre jeune, on se tient les coudes, on se serre les coudes, on travaille ensemble, on va dans la même direction et on s'assure que c'est bien compris, que c'est bien assimilé, mais surtout que c'est fait dans le respect, dans la bienveillance, dans l'amour qu'on a pour ce jeune-là aussi. Donc, c'est cette cohérence-là qu'on doit avoir entre l'école et la maison dans le respect de nos rôles mutuels. Quelle belle image. J'aime beaucoup à la fois l'image de la chaloupe, mais aussi le parallèle avec le couple. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, on peut se poser la question, c'est quoi mon rôle dans tout ça? Tu sais, puis, faut aussi adapter notre rôle à l'âge de notre enfant. Puis, il y a vraiment des particularités par rapport à tout ça. Je pense que ce que Mélanie nous a amené, c'est des pistes de réflexion qui valent pour tous les enfants, avec des enfants de tous les âges. Mais on peut quand même réfléchir à notre rôle dans ces transitions-là, puis voir comment on peut se positionner comme parent. L'entrée à l'école, là, à 4 ou 5 ans, ça représente un défi important pour l'enfant. Il doit s'adapter à un nouvel environnement éducatif en sortant du préscolaire. Il doit s'adapter à des nouvelles règles, des nouvelles attentes. À chaque année, il doit s'adapter à un nouvel enseignant, des nouvelles règles peut-être dans la classe. Puis en plus de ça, il y a l'interaction avec les pairs qui devient particulièrement importante pour le développement social à cette période-là, puis qui prend de plus en plus de place plus l'enfant grandit. Fait que durant cette période-là, l'encadrement parental reste crucial pour le soutien scolaire, pour la gestion de l'autonomie aussi à la maison. Fait que c'est tout un mandat d'essayer de concilier ça ensemble, de trouver un équilibre entre l'encadrement parental et l'influence des pairs à l'école. J'insiste là, sur l'importance des relations amicales pour le bien-être de l'enfant et pour son développement. Donc, c'est important que les parents l'encouragent là-dedans, mais tout en s'assurant de garder un certain encadrement. J'ajouterais que le climat familial, on en a parlé, là, mais un climat familial calme, un style parental qui est chaleureux, à l'écoute, mais aussi encadrant avec des limites claires, ben ça favorise les comportements prosociaux et donc ça va prévenir l'apparition de comportements plus problématiques. J'ai envie de vous parler aussi de supervision parentale. Supervision pas dans le sens de regarder ce que son enfant fait tout le temps, mais bien de s'intéresser à ses activités, de s'assurer qu'il y a une communication ouverte où ça laisse la place à la négociation. Pour l'enfant, ça peut être perçu vraiment comme une manifestation d'engagement de la part de son parent, puis ça favorise le développement psychosocial de l'enfant, puis ça prévient les comportements prosociaux. À l'adolescence, ben là, c'est marqué par des changements importants, tant sur le plan physiologique avec la puberté, mais aussi au niveau psychologique, social. Il y a une recherche comme intense d'identité, de liberté. L'ado cherche à se définir comme en dehors de son milieu familial, puis commence à s'investir davantage dans des relations avec ses amis. C'est à cette étape-là que le rôle parental doit évoluer. Ça aussi, c'est tout un mandat. Pour essayer de soutenir l'autonomie du jeune, fait que ça implique de l'encourager à développer ses propres croyances, à être capable d'argumenter, de défendre ses idées d'une manière responsable, mais en restant un guide pour lui, puis en l'accompagnant là-dedans. Fait qu'à cet âge-là, là, je sais que ça va vous faire sourciller, mais les conflits familiaux, ça peut être constructif. Dans un environnement familial qui est harmonieux, ben les conflits peuvent permettre de redéfinir la relation parent-enfant avec des attentes qui sont ajustées à l'âge puis au développement de votre ado. Encore une fois, une communication ouverte, positive, mais aussi un contrôle parental adéquat où il y a un engagement affectif. Tout ça contribue à réduire les comportements agressifs puis à encourager de meilleures relations entre tous les membres de la famille. Puis de la même façon que pour les enfants, supervision parentale active où on s'intéresse aux intérêts du jeune, à ses activités, à ses amis,
Puis un équilibre entre l'accompagnement puis l'encadrement familial, ben ça reste nécessairement un des meilleurs facteurs de protection contre les conduites agressives. Mais là, j'ai le goût de vous dire, mais je vous entends plutôt dire, qu'est-ce qu'on fait quand la prévention ne suffit pas? Parce qu'on a parlé et on a beaucoup insisté sur la prévention avant tout. Mais ça se peut qu'il y en ait des conduites agressives. Comment on peut y faire face? Bien, je vous ramène dans le milieu scolaire avec cette dernière portion de cette fameuse pyramide d'intervention multiniveau. On parle ici d'interventions qui sont dirigées. C'est les interventions qui sont le plus intensives. Ça s'adresse à une petite proportion d'élèves qui présentent des comportements graves ou persistants. L'objectif ici, c'est de fournir au-delà des sanctions, parce que bien sûr qu'avec le code de vie de l'école, il y a des sanctions face au comportement agressif et à l'intimidation. Mais l'objectif ici, c'est au-delà de ça, de fournir un soutien qui est intensif, individualisé pour chaque élève en fonction des comportements perturbateurs graves qu'il présente. Pour tous les jeunes qui sont déjà impliqués dans des situations de violence ou d'intimidation. Fait que vous vous souvenez tantôt au niveau ciblé, on parlait de jeunes qui étaient à risque ou qui avaient présenté certains comportements, puis on voulait prévenir l'escalade. Ici, on se retrouve face à des jeunes qui sont déjà impliqués dans des situations problématiques. Fait qu'on vise à offrir un suivi constant, intensif pour éviter la récidive, puis aider ces jeunes-là à développer des compétences sociales et émotionnelles qui sont essentielles à leur fonctionnement dans le milieu scolaire, puis parfois leur réinsertion dans le milieu scolaire suite à une absence. Pour répondre aux besoins spécifiques de ces élèves-là, il faut souvent faire face à des situations qui nécessitent une collaboration avec des professionnels externes. Des psychologues, des psychiatres peut-être, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs. Puis l'école, en plus, peut collaborer avec ces collaborateurs-là dans des programmes de réadaptation comportementale, par exemple, ou en collaborant dans un suivi individualisé qui est parfois thérapeutique. Puis les parents, ils ont un rôle ici aussi. Fait que bien on parle d'intervention individualisée, intensive, thérapeutique, bien, la place du parent, là, elle est au cœur de cette intervention-là. Mélanie, est-ce que tu as envie d'en parler par rapport à ce petit groupe de jeunes qui présentent des problématiques graves et persistantes? Tout à fait. En fait, j'ai envie de dire à nos parents qui nous écoutent présentement de ne pas hésiter à demander de l'aide pour eux-mêmes s'ils sentent le besoin d'être encadrés ou qu'ils se... On, on peut, je ne peux qu'imaginer recevoir cette nouvelle-là que notre enfant présente des comportements qui sont agressifs, violents, inappropriés et de quelle façon ça peut nous blesser et nous remettre en question comme parents aussi. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct est probablement la question qui nous revient le plus et ça se peut qu'on se sente démunis par rapport à tout ça. Il y a des professionnels qui sont là pour nous aider. Il y a des ressources qui existent pour nous aider également. On vous les présentera là, vers la fin de notre présentation pour vous accompagner là-dedans puis vous diriger. Mais bien évidemment que le parent ne peut pas se soustraire à l'implication qu'il doit mettre dans l'aide à son enfant. Donc, on ne peut pas juste s'en laver les mains, se dire des professionnels s'en occuperont. Ouais. Tout part de la maison et c'est important qu'on devienne un partenaire clé dans ces interventions-là et s'assurer que les protocoles, les choses mises en place, protocole c'est un peu fort, mais que les outils mis en place pour aider notre enfant soient pérennes même à la maison et que ça continue à l'école et qu'on garde le focus. On parlait tout à l'heure dans le développement de l'enfant de développer de développer sa confiance en lui, sa façon de s'exprimer, sa capacité à verbaliser ses émotions. C'est important comme parent aussi de s'assurer que notre enfant connaisse le sens de la responsabilisation, donc qu'il soit capable de reconnaître le geste qu'il a posé et de s'amender. Donc, tant qu'on l'exclut de la responsabilisation de l'acte, je crois qu'on ne peut pas arriver à un changement de comportement. Ah, c'est bien dit. J'aime beaucoup ça et j'accroche sur le mot partenaire. J'aime bien l'idée de ce partenariat-là. On parle souvent de collaboration, mais partenariat, c'est encore plus fort. D'être partenaire, la famille et l'école ensemble pour mettre un filet de sécurité à l'enfant qui présente ce genre de comportement grave. Je pense que c'est effectivement judicieux. Puis Mélanie, comme parent, face à ces manifestations-là de violence et d'intimidation,
concrètement, comment je peux réagir face à ça, que mon jeune soit témoin de conduite agressive de ses pairs ou qu'il en soit victime ou qu'il soit l'auteur. Je sais qu'à la Fédération des comités de parents, vous avez réfléchi à ces questions-là, fait que j'aimerais ça que tu nous donnes peut-être des indications sur concrètement qu'est-ce qu'on peut faire face à ça. J'en parlais un petit peu plus tôt, mais bien évidemment, d'identifier tout changement de comportement chez notre jeune, ça va être le premier point de départ sur l'interrogation qu'on puisse avoir. Peut-être qu'il n'y a rien, mais ça vaut la peine d'aller poser la question. Je pense que ça, c'est la première chose à faire, de rester attentif à notre jeune. On les connaît mieux que personne. On sait quand il y a quelque chose qui va pas. Puis, même si on le regarde, je veux dire, dans nos tripes, on le sent quand notre enfant va pas. Donc, écoutez ce sentiment-là, vous allez l'avoir et discuter avec votre enfant. Suggérez peut-être également des émotions qu'il peut ressentir parce que je l'expliquais tantôt, mais des fois, c'est tout mélangé, surtout quand ils sont petits. La différence entre la colère, la peur, la tristesse, des fois, c'est toute la même émotion, comment c'est ressenti. Donc, de les aider à ce niveau-là. On parle de signaler, on est conscient d'une situation, on est conscient que notre enfant vit une situation d'intimidation. Notre jeune revient de l'école, il dit, papa, maman, j'ai été témoin de quelque chose aujourd'hui, je suis pas bien avec ça. Ou à l'inverse, on est conscient que c'est notre jeune qui le fait parce que ces trois rôles-là, ces trois choses-là, ces trois points-là s'appliquent à tous les types de situations. Donc, c'est important de le garder à l'esprit, mais de signaler. Donc, de signaler si on a une bonne relation avec l'enseignant de notre jeune, on peut commencer par là. Des fois, c'est peut-être un peu plus humain, plus chaleureux comme approche parce qu'on connaît déjà la personne. Sinon, on peut communiquer avec la direction de l'école également pour leur signifier le fait qu'on soupçonne ou qu'on n'est pas certain. Ce qui fait que l'équipe école peut par la suite prendre des intervenants qui sont adéquats à la situation et intervenir auprès de notre jeune, investiguer un petit peu, s'assurer que il va bien, mais également de tout de suite mettre en place les choses qui sont prévues, soit au code de vie ou au plan de lutte contre l'intimidation à l'école, et d'accompagner son enfant. Donc, de s'assurer, de l'assurer, lui, qu'on va être là tout au long du processus, qu'on ne le laissera pas tomber, qu'on le comprend, qu'on le valide également dans son émotion, parce que ce qui est important, c'est de conserver sa confiance en soi, c'est de conserver son sentiment d'appartenance à son milieu de vie. Nos jeunes passent énormément de temps à l'école. C'est important que ce lien-là reste et perdure, qu'il ne soit pas altéré par une situation et en même temps de lui faire comprendre qu'on le laissera pas tomber, qu'on va rester là avec lui aussi à travers tout ça et de le rassurer quant à la résolution de cette problématique-là. Génial. J'ai envie de prendre ce qu'on vient de parler en termes d'accompagnement, puis de préciser peut-être certaines stratégies qu'on peut adopter à la maison face aux conduites agressives. On a parlé énormément de prévention, puis je vais me répéter. Puis c'est voulu, parce que c'est vraiment important de se le rappeler comme parent aussi. Des fois, on veut être dans l'action, on veut répondre aux comportements problématiques, puis on oublie que juste encourager les comportements appropriés, puis être un modèle pour son enfant dans la vie de tous les jours, ça peut avoir un grand impact. Ça peut encourager les enfants à adopter des comportements plus respectueux à la maison et donc à l'école, puis renforcer son sentiment de compétence puis d'estime de soi. L'accent ne doit pas être mis juste sur les résultats, c'est un effort. Il faut aussi renforcer l'enfant dans ses efforts de changer. Ça aide à développer sa motivation à s'améliorer. On veut aussi instaurer une routine stable, prévisible, puis fixer des règles fermes. Les jeunes ont besoin de stabilité puis de limites claires. Et je précise que ça, c'est aussi vrai à l'adolescence. Bien qu'on veut laisser plus de liberté puis laisser place au développement de l'autonomie, le jeune a encore besoin de prévisibilité. On veut aussi promouvoir la saine gestion des émotions. Puis c'est chouette parce que ça s'apprend, ça. Accompagner le jeune à identifier puis à exprimer ses émotions d'une manière adéquate, là, ça se pratique. Ça peut sembler banal, là, mais Mélanie en parlait tantôt, là, juste apprendre à nommer ses émotions, faire la différence entre colère, tristesse, frustration, stress, puis apprendre des techniques pour y faire face, comme juste prendre le temps de respirer avant de s'emporter ou de s'éloigner pour se calmer, c'est aidant. Même chez les adolescents. Parfois, on pense aux plus petits, mais des fois, juste identifier la bonne émotion, c'est encore un défi pour les adolescents.
Les parents peuvent aider leurs enfants à apprendre des stratégies aussi pour résoudre des conflits, en utilisant des phrases comme, d'essayer d'aider son jeune à bien définir c'est quoi le problème, puis en cherchant des solutions ensemble, en disant des phrases comme « j'ai un problème avec telle chose ». Ça aussi, ça se pratique. Puis concrètement, face à une situation de violence, ben restez calme, même si c'est infiniment difficile. Ben, restez calme face aux conduites agressives, là, c'est fondamental. On doit éviter de répondre avec colère ou agressivité parce qu'on veut montrer que la violence, ben, c'est pas une solution face au conflit. Les parents, on sert de modèle à nos enfants. Fait on se doit de démontrer comment gérer les émotions difficiles puis les conflits d'une façon constructive. C'est important aussi de prendre le temps de l'écouter, le jeune. Mélanie l'a parlé, je le répète, on veut essayer de comprendre la cause de son comportement. Puis les comportements agressifs, là, ben, ça peut être le résultat de frustration, de stress, de problèmes émotionnels, de conflits avec les pairs. On veut s'intéresser à ce qui se passe. Des fois, là, c'est lié à des facteurs super spécifiques, comme un manque de communication, c'est mal compris, il peut juste être fatigué ou il y a des difficultés scolaires. Fait que c'est essentiel de comprendre le déclencheur du comportement pour pouvoir y répondre de manière appropriée. C'est important aussi d'appliquer des conséquences immédiates qui sont adaptées à l'âge du jeune aussi, puis surtout qui sont cohérentes avec le geste qui a été posé. Là. Par exemple, après un comportement agressif où il y a eu un objet brisé, la conséquence, ça pourrait être par exemple de ramasser le dégât ou de réparer l'objet qui a été brisé. Si un comportement agressif a affecté un membre de la famille, ben encourager à présenter des excuses qui sont sincères puis à réfléchir sur l'impact de son comportement, ben ça sera un geste réparateur efficace. D'ailleurs, selon la situation, l'enfant peut être encouragé à accomplir un geste réparateur avec des conséquences aux dommages causés. C'est quelque chose qui est utilisé beaucoup en milieu scolaire, puis ça peut être vraiment bénéfique de l'utiliser à la maison aussi. C'est une approche qui est éducative et non punitive. Fait qu'au-delà de la sanction, ben, ça aide le jeune en posant un geste réparateur à réfléchir à son comportement, en se concentrant sur les besoins de la personne qui a subi le geste, tout en permettant aussi de réfléchir sur les impacts puis les conséquences de ses actions. Comme je disais, ça peut inclure des excuses, mais ça peut aussi être des discussions, tout le monde ensemble, où on va partager comment on s'est senti dans cette situation-là. Ça peut être des actes de réparation concrète. Tantôt, je parlais de réparer un objet qui a été brisé. Bref, prendre le temps de réfléchir à la conséquence pour qu'elle soit cohérente face au geste puis qu'elle puisse permettre aux jeunes de réfléchir à ses actions. Ça, c'est vraiment là un outil gagnant. Prendre aussi le temps pour des moments de qualité, pour faire des activités ensemble, parce qu'au-delà des problèmes de comportement, établir une relation positive puis continuer à renforcer les liens, c'est important, mais c'est d'autant plus important quand on est dans une période de crise. Ça réduit les comportements agressifs, puis travailler sur la relation parent-enfant, ben nécessairement, ça a un impact sur le climat familial, puis ça peut avoir un impact sur les comportements en général du jeune. Puis finalement, ben je suis d'accord avec Mélanie tantôt quand elle disait de prendre soin de soi puis d'aller chercher de l'aide aux besoins. C'est important de ne pas rester seul avec ça. C'est important de ne pas s'oublier dans des situations où on se sent un peu dépassé par les événements. Génial! Fait que si on résume puis on pense à notre conclusion, ben il y a plusieurs niveaux d'intervention possibles. On vise à ce que l'intervention soit adaptée à la gravité des gestes aussi. On vous a parlé de plein d'actions qui sont faites dans les écoles, puis comment on peut les utiliser à la maison. Mélanie et moi, on avait envie de terminer en parlant de collaboration encore entre l'école et la famille, pour faire un rappel sur les mesures qui sont mises en place face à la violence et à l'intimidation dans les écoles. Fait que Mélanie, je te donnerai la parole pour conclure sur ces deux points-là. Merci, Michel. Alors, en point 1, la collaboration école-famille, je le répéterai jamais assez, c'est probablement la clé de départ pour tout ce beau projet-là que nous avons de prévenir la violence et l'intimidation. Ça commence en tout début d'année scolaire, la fameuse rencontre avec l'enseignant de notre enfant en début d'année. C'est le bon moment d'aller le rencontrer, de connaître comment il fonctionne, ses orientations, ses demandes, ce qui nous permet, nous, de devenir son partenaire pour s'assurer que ça fonctionne bien. Mais c'est aussi le moment où on peut aller voir notre enseignant et lui dire, écoute, mon enfant a des enjeux sur telle chose, donc l'enseignant est déjà au courant, ça lui permet de garder une certaine vigie là-dessus aussi. Et en établissant cette relation-là avec
l'enseignant de notre enfant. Je comprends qu'au secondaire, c'est un peu plus difficile, j'y reviendrai, mais au primaire, principalement, s'il arrive une situation, autant l'enseignant ne sera pas gêné de communiquer avec vous que vous ne serez pas gêné de communiquer avec lui parce que vous avez déjà établi une base de relation. Au secondaire, en début d'année, tous les profs nous envoient un courriel pour nous dire un peu, se présenter, nous dire un peu de quelle façon ils fonctionnent. Prenez 2 minutes pour leur répondre. Vous n'avez pas idée à quel point ça leur fait plaisir et ça leur ouvre Oui, la porte à eux aussi de dire ce parent-là m'a lu. Parce que les enseignants aussi ont besoin de se sentir considérés. Donc, de savoir que son courriel a été lu, que vous avez pris quelques minutes de votre temps pour lui répondre, ça établit cette relation-là et ça ouvre des canaux de communication qui sont primordiaux. La communication bilatérale, hein. Faut pas juste que oui, l'école communique avec nous, mais il faut que nous, on communique avec l'école. S'il y a des changements dans notre vie, une séparation, un deuil, un décès, un changement bouleversant, une perte d'emploi, peu importe la situation qui pourrait bouleverser notre enfant, vous pouvez communiquer avec l'école pour leur dire, écoutez, il se passe ça, ça se peut que mon enfant ait des comportements qui sont pas familiaux à ce que vous connaissez habituellement. Donc, surtout, n'hésitez pas, c'est de cette façon-là qu'on est en prévention, justement, parce que l'enfant aura déjà l'attention de son enseignant, de l'équipe école, si jamais ça dérape un petit peu. On revient au code de vie, au plan de lutte. J'en parlais tout à l'heure en début, en fait, de présentation. C'est des documents qui sont extrêmement importants parce que c'est ce qui régit un peu l'environnement scolaire dans lequel votre enfant évolue et c'est des oui, consignes, des règles qui s'appliquent très bien à la maison, que ce soit le vraiment. respect, l'écoute. Puis le respect et l'écoute, là, on en parle, mais oubliez pas, comme parents, que la façon dont vous vous exprimez à la maison compte aussi. Donc, si vous avez un langage respectueux envers l'équipe école de votre enfant, envers votre propre employeur, envers le voisin, c'est des comportements que vos enfants vont imiter également. Donc, ça, c'est important. Donc, le code de vie, c'est vraiment les consignes précises de l'école, le plan de lutte. Ça va vous renseigner sur ce qui est mis en place, sur les enjeux qui ont été constatés dans l'école aussi, parce que c'est un plan qui est travaillé à chaque année. Donc, ils vont déterminer quel type de comportements violents, d'intimidation qui ont été constatés, quelles sont les mesures mises en place pour faire la prévention, mais également pour contrer et pour prévenir et également régler les situations. C'est un plan qui évolue à chaque année. Donc, c'est important d'en prendre connaissance, de le lire et de savoir ce qui est mis en place et de participer, si c'est possible, à Oui. l'Assemblée générale de votre école également en début d'année. Ça vous permet de savoir ce qui se passe, ce qui a été fait, ce fameux plan de lutte-là. Il y a des comités, vous pouvez aller faire du bénévolat à l'école. De vous sentir impliqué dans le milieu de vie de votre enfant va faire comprendre à celui-ci que c'est important et que c'est un milieu qui est sécuritaire pour lui aussi. Donc, c'est des petites pistes de solutions qui peuvent vous aider à faire le pont avec l'école. Puis parfois, il faut que ça vienne de nous. Hein. On peut pas juste attendre après l'école qui nous court après. Nous, on a une école à rejoindre. Eux, ils ont 300, 400, 600 000 parents à rejoindre. Donc, l'effort peut Oui. venir de nous également. Quel bon rappel. C'était un excellent mot de la fin. Merci pour votre écoute, puis merci pour votre intérêt à prendre soin de vos jeunes, puis à s'intéresser aussi à soutenir la prévention de ce genre de comportement en collaboration avec l'école. Merci, Michel. J'en profite pour rappeler à nos chers parents qu'ils sont un outil essentiel. Il y a un vecteur de promotion, de saine gestion des émotions et de partenariat avec l'école. Donc, si chacun lui met du sien, ça ne peut que mieux aller. Le ministère de l'Éducation souhaite remercier ses partenaires et collaborateurs pour ce webinaire. Michel Pinsonneau, conseillère au bureau de projet de Boscoville. Simina Stan, directrice des programmes de Boscoville. Mélanie Laviolette, présidente de la Fédération des comités de parents du Québec. Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques de la Fédération des comités de parents du Québec, ainsi que le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement.